L'État français veut que tu restes pauvre. Je sais pas si tu as entendu parler de la nouvelle là. Je suis tombé là-dessus il y a quelques heures. L'INSEE a conduit une étude et ils sont en train de chercher à calculer si les Français n'auraient pas par hasard des logements un petit peu trop grands. Quand je suis tombé là-dessus, ça m'a fait taper une énorme barre de rire puisque tu le sais, hein, moi je suis dans l'immobilier, je fais de la location courte durée, je travaille avec des propriétaires en France et hors de France. Je travaille avec des gens qui se sont expatriés, donc c'est toute une nébuleuse que je connais assez bien. Et en fait, ça continue toujours d'aller dans la même direction. Pour moi, tout ça a du sens. Si tu veux, à la base, ils ont commencé à nous dire, voilà, Macron nous a dit qu'il faut mettre le chauffage à 19 degrés. Ça, c'était à l'époque, ça m'a fait éclater de rire. Ils ont ensuite commencé à mesurer la taille de nos voitures. Ah oui, la voiture, elle est trop grosse, elle est trop lourde, elle consomme trop, etc. Euh, ils envoient des drones maintenant. Ils utilisent des drones pour aller chercher si tu n'aurais pas des abris de jardin. Parce que tu le sais, en France, quand tu as un abri de jardin, il faut le déclarer. Tu vas devoir payer des impôts supplémentaires. Là, il n'y a pas longtemps, on faisait la chasse à la climatisation. Il ne faut pas avoir la clim parce que ça gaspille de l'énergie, etc. Bon, je te précise juste au cas où tu ne le saurais pas, c'est pas une blague, hein. Au Qatar, on climatise les rues. D'accord? Donc je te laisse un petit peu imaginer en fait l'ambiance quand tu es dans un pays qui, il y a 100 ans, 200 ans, en fait, était au pinacle de la civilisation et que maintenant on t'explique qu'il faut vivre comme en Afrique. Pendant que, pour le coup, des pays qui sont réellement en Afrique ou presque, comme par exemple le Moyen-Orient, climatisent les rues. Climatisent les rues. Je ne sais pas si tu te rends compte, ils climatisent les stades de foot, ils climatisent les rues. Très bien. Mais là, du coup, la dernière nouvelle en date, c'est que les Français sont en train de compter en fait quels sont les Français qui ont des logements trop grands. Alors, ils vont pas te l'annoncer comme ça, ils utilisent des termes, tu sais, ils ont des ingénieurs. Si tu sais pas, si tu connais pas le terme, ça s'appelle un spin doctor. S-P-I-N, espace doctor. Tu peux chercher sur internet ce qu'est un spin doctor. C'est des gens qui sont cherchés, en fait, qui sont payés à construire des narratifs. Parce qu'on sait en politique, quand on veut faire avancer des pions sur l'échiquier, on ne peut pas juste dire aux gens ce qu'on veut faire. Il faut faire avancer le narratif avec des angles, des positionnements, du storytelling. Ils ont inventé un terme que je trouve absolument formidable. C'est cette histoire de sous-occupation. Ils disent que les logements des Français, un quart des Français habiteraient dans des logements sous-occupés. Et si tu veux, j'adore ça parce que, en fait, si on disait un quart des Français habitent dans des logements trop grands, les gens feraient la connexion trop vite. Ce serait genre, mais comment ça? D'où vous nous dites qu'on est dans des logements trop grands? Allez vous faire foutre. Toi, il y aurait le côté, oh, les gueux habitent dans des logements trop grands. Tu vois, c'est genre, les gueux ont accès à trop de viande. Il y a aussi la viande. Ouais, les gueux français, maintenant, on ne veut plus qu'ils mangent de la viande. Mais en fait, ils ont trouvé un nouveau terme, sous-occupé. Alors, tu vois, sous-occupé, il y a la connotation écologie, gaspillage. Ah, tu es dans un logement sous-occupé, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, grosso modo, tu gaspilles. Il y a trop de place et tu n'en occupes pas assez. Oh, le méchant capitaliste propriétaire qui détruit la planète, il est dans un logement sous-occupé. Vous comprenez que c'est la première étape. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais je suis tombé également sur un type sur Twitter qui a demandé à Grok, il a dit à Grok, donc Grok c'est l'intelligence artificielle de Twitter, il lui a dit, tiens Grok, est-ce que tu peux aller chercher s'il n'y a pas des articles de journaux dans les pays communistes qui précisément vont aller traquer la taille des logements? Et Grok lui a dit, si, si, c'est effectivement le cas à Cuba et en Chine. Il y a toute une machine de propagande qui va aller chercher à mesurer la taille des logements et à assigner aux gens une taille idéale. Au-dessus de cette taille, on est un sale capitaliste, un sale profiteur et il faut réduire. Voilà où on en est en France. Mais les amis, en fait, pour moi, blâmer le gouvernement, c'est bien, c'est toujours amusant. Je pense qu'il est intéressant de s'intéresser aux causes profondes. Pourquoi on en arrive là en France? Pourquoi maintenant on en arrive au point où le gouvernement est littéralement en train de mesurer la taille de vos logements, de vous dire que, en tant que gueux, vous n'avez pas le droit d'habiter dans des logements trop grands. On va réfléchir là-dessus. D'abord, je vais ouvrir parce qu'en fait, là, la fumée du cigare, elle devient irrespirable. J'espère que ça aille un peu mieux. En fait, si tu veux, c'est cette idée, hein, c'est ce que je répète tout le temps, c'est que dans l'esprit du français, un propriétaire n'est pas réellement propriétaire.
Il y avait aussi un autre article hein, qui passait qui disait voilà, à Paris, il y aurait 3000 logements vides et 3000 logements vides pour 3000 personnes qui sont à la rue. D'accord? C'est intéressant ce parallèle. Finalement, quel est le rapport? Si je vous disais par exemple, bah, à Paris, il y a 3000, je sais pas moi, il y a 3000 paires de lunettes pour 3000 personnes qui sont à la rue. Tu me dis, bah, quel rapport? Je te disais, à Paris, il y a 3000 entreprises de peintres en bâtiment pour 3000 personnes à la rue. Tu me dirais, bah, quel rapport? Mais si je te dis, il y a 3000 logements vides pour 3000 personnes à la rue, tu le vois le rapport. Tu vois en fait ce qu'on est en train de te dire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est, oh les salauds, ils ont des appartements, ils ont tellement d'argent qu'ils ont de l'argent pour avoir des appartements, a fortiori à Paris, et en plus qu'ils sont inoccupés, alors qu'il y a 3000 personnes vides. Le rapport de cause à effet est fait très rapidement. On a tout de suite envie de se dire, bah, peut-être qu'on pourrait mettre les gens qui sont à la rue dans les logements vides. Et pourquoi les gens pensent ça? C'est parce qu'encore une fois, en France, le propriétaire n'est pas réellement considéré comme un propriétaire, hein. Il est seulement un manager. D'accord? Il est un manager, il est entre guillemets propriétaire, c'est un terme juridique sur un papier, mais en réalité, c'est qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut de son bien. Et on va mettre en place toute une série de régulations, toute une série d'encouragement d'une part et d'une punition de l'autre, hein, la carotte et le bâton, pour en fait pousser, voire obliger les propriétaires à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Aujourd'hui, donc là, on commence à mesurer les logements sous-occupés. Bon, c'est très facile de voir en fait ce qui risque de se passer si ce n'est pas contrecarré dans les années qui vont venir. Il est extrêmement facile pour l'État de dire bah, si vous êtes dans un logement qui est sous-occupé, autrement dit, si vous êtes dans un logement trop grand, bah, vous allez payer une taxe d'habitation ou une taxe foncière plus élevée. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est d'aller voir les gens et de leur dire. Et le gars, il pourrait dire oui, mais j'ai payé en fait, j'ai déjà payé. Parce qu'en fait, j'ai déjà payé. C'est plus grand, mais ça coûte plus cher. C'est pas gratuit. Ou bien, là, je viens d'acheter, j'ai payé tout de suite. Ou bien, j'ai payé à l'époque, mais du coup, bah, plus ou moins, j'ai investi au bon moment. Bon, bah, j'ai quand même le droit de bénéficier du fruit de mon investissement, non? Si le truc il est plus grand, c'est qu'à la base, j'ai payé plus cher. Le mec qui a acheté à l'époque où j'ai acheté, peut-être des mecs qui ont acheté au même moment que moi, ils ont acheté la moitié. Eux, ils ne sont pas sous-occupés, mais ils ont payé la moitié. Donc, quelque part, c'est à moi, j'ai déjà payé. Allô? Non, 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 l'État français ne voit pas ça comme ça. Et je dois le dire, une grande partie de la population française ne voit pas ça comme ça. Eux, comme tout gauchiste, hein, comme tout socialiste, ils ont la vue extraordinairement courte. Ils se disent ta maison, elle est grande, et ben, toi, tu es petit, et il y a des gens qui ont du mal à se loger. Bon, bah, il faut te taxer. Parce qu'évidemment, en France, on ne taxe pas assez les gens, il n'y a pas assez d'impôts, la pression fiscale n'est pas suffisamment grande, il faut encore. Et puis on va te taxer, et puis avec ton argent, et ben, on va le filer à quelqu'un d'autre. Et moi, je vois le truc venir gros comme une maison, si tu veux. Tu vois. D'une manière ou d'une autre, si on commence à aller mesurer la taille du zboob, pardon, la taille des habitations des gens, c'est que tôt ou tard, il va y avoir des choses qui vont être faites directement ou indirectement pour effectivement faire quelque chose avec cet espace qui est vide quand même. Et si vous voulez, dans un pays communiste, l'idée c'est qu'il n'y a pas de propriété privée. En fait, le communisme, c'est être contre la propriété privée. Fondamentalement, il n'y a que deux modèles de société avec une infinité de nuances. Ou bien on est pour la propriété privée, ou bien on est contre la propriété privée. D'accord? Dans le communisme, il n'y a pas de propriété privée. Donc, en gros, les gens ont des choses, plutôt ils utilisent des choses, mais c'est toujours l'État qui va décider de qui, à quoi, quand, comment, à quel degré, à quelle fréquence. Est-ce qu'on laisse un peu, beaucoup, pas du tout? Est-ce qu'il faut des autorisations, etc., etc., etc. Et c'est normal qu'on aille dans cette direction-là. Parce que finalement, la France est un pays de gauchistes. La plupart des Français pensent, comme je viens d'expliquer, et l'État français ne fait que répondre en fait à un peuple qui fondamentalement, sans peut-être s'en rendre compte, en fait est contre la propriété privée. Pourquoi le peuple français, en tout cas dans une majorité, est contre la propriété privée? Parce que quand on parle de propriété privée et de responsabilité individuelle, eh bien, déjà, ça responsabilise, hein, d'où le mot responsabilité individuelle. Donc, il faut se conduire comme des grands garçons. Mais également, ça crée des inégalités. Parce que plus les gens sont responsabilisés, propriétaires, plus il y a donc une liberté qui s'installe. Et qui dit liberté, dit que les meilleurs vont dominer les plus mauvais. Ceux qui travaillent plus dur vont dominer ceux qui travaillent moins. Ceux qui réfléchissent à long terme vont dominer ceux qui réfléchissent à court terme. Ceux qui ont de la chance vont aussi dominer ceux qui ont moins de chance. Je ne suis pas non plus pour un système. Si vous voulez, il y a toujours des coups du sort, hein. Une maladie,
un- une situation extrêmement difficile qui n'est pas de notre ressort. C'est pour ça que moi je suis pour quand même un filet de sécurité, mais évidemment un filet de sécurité pour des citoyens français, des gens normaux, des gens bien, qui sont malheureusement qui ont eu un coup de malchance. Quelque chose de minimal. Mais ça, c'est encore quelque chose d'à part. L'idée dans le communisme, c'est de dire aux gens, voilà, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas libre. C'est nous, c'est l'État qu'on va agencer. Ok. On va déterminer que sur le territoire, il y a tant de mètres carrés, sur tant de mètres carrés, on peut construire tant d'immeubles et on a tant de personnes à loger, donc on va administrer comme ça. Ok. C'est tout l'inverse d'un marché libre où, voilà, effectivement, il y a évidemment un minimum de lois pour encadrer, pour que les gens ne fassent pas de comportement criminel. Mais dans un marché libre, vous avez tant de mètres carrés. Si tu considères que tel quartier est plus rentable que tel autre, libre à toi d'investir. Si tu préfères prendre 3 studios de 10 mètres carrés plutôt que, je sais pas moi, je prends un exemple à la con, plutôt 3 studios de 20 mètres carrés plutôt qu'un seul appartement de 60 mètres carrés parce que tu penses que ça va être plus rentable à l'avenir, etc. Tu es libre de faire tes propres spéculations, tes propres calculs, essayer de cogiter, d'utiliser ton énergie, ton inventivité, ta créativité, ton pari sur l'avenir pour essayer d'améliorer ta situation. C'est juste deux modèles qui s'opposent en fait. Il y a un modèle où les gens sont libres et responsables, et donc forcément qui engendrera des inégalités. Et il y a un modèle où on ne veut pas d'inégalité, on cherche à atteindre l'efficience, et donc forcément pour atteindre cette efficience, eh bien, la liberté va être diminuée et la propriété n'est plus qu'un mot sur un papier. Le problème évidemment du communisme, c'est que comme c'est quelque chose de contre-nature, comme c'est quelque chose qui n'est jamais qu'à l'avantage des plus mauvais, eh bien ça étouffe les meilleurs, en fait ça étouffe les meilleurs éléments et ça vient récompenser les pires éléments. Si vous voulez qu'une société s'écroule, il n'y a pas meilleur moyen que de récompenser les mauvais éléments et d'étouffer les meilleurs éléments. Parce qu'il est évident que quand on va chercher à faire de l'égalité, ceux qui sont mauvais, qui sont en bas, qui foutent rien, sont encouragés à toujours en branler toujours moins, alors que ceux qui, au contraire, tu vois, auraient voulu peut-être prendre des risques, travailler plus dur, exprimer leur intelligence, leur potentiel de travail, leur créativité, eux, ils vont se dire, à quoi bon? Puisque de toute façon, mon logement, ce sera, je sais pas, mettons, je suis en couple, on est deux, l'État a déterminé que pour deux personnes, c'est 60 mètres carrés, quoi que je fasse, j'aurai 60 mètres carrés, ou bien si je travaille 10 fois plus, j'aurai 70 mètres carrés. Et en fait, c'est ça aussi toute l'hypocrisie du système à la française, c'est qu'on ne dit pas aux gens texto, on dit pas aux gens texto, tu n'as pas le droit de gagner plus d'argent. On leur dit, tu es libre d'essayer de gagner plus d'argent. Mais si, en fait, on crée des tranches d'imposition, d'accord, c'est des systèmes en fait où il y a un retour sur investissement qui est toujours plus faible, d'accord. Donc si le mec il travaille 2 fois plus, il va gagner peut-être 0,5 fois plus. S'il travaille 4 fois plus, il va gagner 0,25 fois plus. En fait, il y a un retour sur investissement qui est, comment on appelle ça? J'ai oublié, dites-moi en commentaire. C'est un diminishing return, on dit en anglais, les retours en diminuant, d'accord. Il n'y a pas du tout de corrélation de courbe linéaire entre ce qu'on produit vraiment en termes de richesse, que ce soit par notre travail, que ce soit par nos investissements, que ce soit par le business qu'on monte, et l'argent qu'on gagne vraiment. La France estime qu'au-delà de 3-4 000 euros, on va vous détruire en fait, on va vous broyer d'impôts. Et le pire, c'est que, et c'est pour ça que c'est un système de caste, c'est qu'en fait vous avez une zone tampon où vous êtes écrasé d'impôts. Au-dessus de cette zone, vous n'êtes plus concerné par les impôts, et au-dessous de cette zone, vous êtes bien. Donc typiquement, vous avez le prolétariat et la classe moyenne, d'accord? Le prolétariat qui s'en sort très bien, qui bénéficie de ce système, la classe moyenne qui vit un petit peu mieux, qui sont fiers de se dire je suis médecin, je suis ingénieur. Mais en fait, le mec qui est de la classe moyenne et qui va vouloir passer sur la classe au-dessus, classe bourgeoise, businessman, industriel, investisseur, il va devoir passer par cette espèce de zone tampon. Donc on va dire entre les mecs qui gagnent entre 2 000 et peut-être 10 000 ou 20 000 euros par mois. Et en fait, il ne dépassera jamais cette zone-là. C'est comme si vous imaginez une échelle où tout en bas, ça va bien. Au milieu de l'échelle, en fait, vous avez de la colle ou de la glu sur l'échelle pour que dès que les gens essaient de monter, ils retombent. Ils soient maintenus en bas. Et tu as ceux qui sont en haut, ils sont en haut, ils sont plus sur l'échelle, ils sont tranquilles, ils ne sont pas concernés par l'imposition, ils ont des avantages fiscaux, ils ont des lois qui leur permettent effectivement d'échapper à l'impôt. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, comme je l'ai déjà expliqué, parce qu'on a besoin de riches dans un pays, on a besoin de grosses boîtes qui font beaucoup de profits, sinon on est dans le tiers-monde. Mais enfin, vous avez ces gens qui sont tout en haut, et eux, ils sont tranquilles. Vous avez les gens qui sont tout en bas qui bénéficient, et vous avez la classe moyenne qui sont donc des vaches à lait, qui vont être traits. Et si ces gens qui en ont marre de trimer Vous savez, maintenant, il y a ce nouveau mème, on parle de Nicolas. Les gens disent c'est Nicolas qui paie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je trouve que c'est génial. Mais si Nicolas il en a marre de payer et qu'il se dit putain, moi je veux m'en sortir, je vais mettre les bouchées doubles, je vais monter une start-up, en fait, il va arriver dans cette zone tampon, il va être écrasé par les régulations et par les impôts,
qui vont le maintenir en bas. Et l'idée, c'est que tu as les élites du haut qui regardent comme ça, les plébéiens, et tu as une classe un peu intermédiaire, la classe moyenne, tu as la plèbe, et en fait, ils sont tous maintenus en bas. Et là, bah, du coup, ces élites-là considèrent qu'effectivement, la classe moyenne a des maisons qui sont trop grandes, tu vois, donc des maisons sous-occupées. Je vous encourage à faire très attention, les amis, à ce type de déclaration, parce que la France, je vous l'ai déjà dit, c'est un pays qui tisse un mauvais coton. Okay, c'est pour ça que moi, je me suis barré. C'est un pays qui tisse un mauvais coton. Maintenant, il y a quand même des avantages à travailler avec la France. Moi, par exemple, si je monte une chaîne YouTube en français, c'est parce que j'estime qu'il y a quand même un pouvoir d'achat en France qui me permet de trouver des clients avec lesquels on peut travailler et des clients qui ont un pouvoir d'achat décent. C'est pour ça que je ne fais pas une chaîne YouTube où je vais parler à un public burkinabé ou congolais, parce qu'ils ont zéro pouvoir d'achat. Okay. Il y a encore un pouvoir d'achat en France, et en particulier chez certaines classes sociales, en particulier dans certaines tranches d'âge, un pouvoir d'achat très intéressant, surtout si vous comparez au reste du monde. N'allez pas comparer avec l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques, la Suisse et les États-Unis. Là, la France va tout de suite avoir l'air d'être un shithole. Mais si vous comparez à 80% du monde, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Asie, une grande partie de l'Asie, et une grande partie de la Chine même, sont encore dans une très très grande pauvreté, une pauvreté crasse telle qu'on n'en a pas eu chez nous peut-être depuis des millénaires. Que je sache, même au Moyen-Âge, on n'était peut-être pas dans la richesse, mais enfin, les gens, ils avaient une petite maison en bois, à l'open terre qui est cultivée, et puis le week-end, ils allaient à l'auberge du coin, boire de l'hydromel ou je sais pas quoi. Il faut voir dans les campagnes chinoises, les mecs, ils sont avec leur sac plastique. Enfin, je veux dire, je pense sincèrement que le paysan moyen pendant le Moyen-Âge était beaucoup plus riche et avait une vie beaucoup plus épanouie qu'aujourd'hui des campagnards en Chine. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais enfin, c'est une aparté. Mais donc, la France reste encore aujourd'hui un pays avec un pouvoir d'achat intéressant. Okay, donc, il y a encore moyen de faire du business. C'est pourquoi moi, je vous encourage beaucoup à monter en business, que ce soit dans le manuel, que ce soit en ligne, que ce soit votre sphère d'activité. Okay, aujourd'hui, il y a beaucoup d'impôts, mais il y a quand même des gens, par exemple dans la technologie, qui gagnent de l'argent en France. Dans l'immobilier, j'en parle même pas. Okay, l'immobilier en France, ça reste une valeur extrêmement sûre. Évidemment, le problème de l'immobilier en France, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. Il faut un apport, il y a un taux d'endettement maximal. Les banques ne prêtent qu'aux gens qui ont déjà une très belle situation financière. C'est pourquoi moi je parle toujours de l'arbitrage locatif, parce que pour moi en fait l'arbitrage locatif c'est un hack, c'est une faille dans le système qui permet de mettre un premier pied à l'étrier, de rentrer dans l'immobilier, de dégager en 30 jours du cash flow et en fait de faire en un mois ce qu'un investisseur traditionnel peut faire en 30 ans. Okay, sauf qu'évidemment contrairement à lui vous n'aurez pas la plus-value. Donc il y a encore des choses à faire. Néanmoins, moi, si je me suis barré de la France, c'est pas pour rien. C'est parce que vous voyez, quand de l'étranger, vous voyez des articles de l'INSEE qui sortent et qui expliquent que un Français sur quatre, après vous avez fait chier parce que vous avez des SUV, après vous avez fait chier parce que vous mettez la clim, après vous avez fait chier parce que vous avez des piscines, après vous avez fait chier parce que vous avez des abris de jardin, après vous avez fait chier parce que vous avez des résidences secondaires, on vous fait chier parce que vous avez trop de place. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un pattern. Vous voyez pas qu'il y a une trend, vous voyez pas qu'il y a une trame, là, il y a un truc qui est en train de se dessiner quand même. Je veux dire, c'est quand même assez évident, vous ne trouvez pas? Moi, je ferais une proposition de loi en France. Tu sais quoi, je voudrais faire une proposition de loi où on enlève toutes les taxes sur les cigares. Je voudrais qu'un politicien dise oui, c'est pas normal, les mecs qui fument des cigares, ils sont trop taxés. Oh, je voudrais voir la réaction de la plèbe communiste en train de déchaîner. Je pense qu'en fait, la Révolution française a vraiment marqué l'inconscient des Français au fer rouge. Et, mais ce n'est pas une bonne chose en fait. C'est une très très mauvaise chose. Ça a marqué leur inconscient avec une idéologie qui est basée sur la haine, sur l'envie, sur le meurtre. Hein. La Révolution française, c'est des gens qui ont été tués alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Hein. C'est des gens qu'on a vu qui… Voilà, bon, bah, toi, tu es riche, tu as un château, bah, on va t'égorger, on va prendre ce que tu as, et puis t'inquiète pas, ta femme et ta fille, t'inquiète pas, on va les faire boiter. C'est ça la Révolution française. Hein. Fallait voir les gens qui ont fait la Révolution française, c'est les mecs qui sont libérés des prisons, etc. C'était les pires criminels. Il y a tout un mythe de la Révolution française, on essaie de framer ça d'une manière positive, alors que c'est un événement complètement négatif. Hein. La Révolution française, c'est la vermine qui, par jalousie, par haine et par envie, vont commettre les pires meurtres, les pires massacres, bah voilà, par envie. Et c'est une rébellion contre l'autorité, c'est une rébellion contre l'ordre, c'est une rébellion contre la propriété. Donc c'est plus ou moins en fait c'est une révolution qui ne fait rien d'autre que favoriser le vol et le crime. Et ça a marqué en fait l'esprit des Français. Et c'est pourquoi moi j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui
le mindset des Français par rapport à tout, en fait, c'est Germinal. Tu vois, Germinal, bon, c'est un roman de gauche. Tu peux voir le film si tu as la flemme de lire le roman. Mais ils sont encore bloqués là-dedans. Et c'est pour ça que le pays s'enfonce. Alors pourquoi le pays est-il encore, on va dire, first world, monde développé, alors qu'il fait que des conneries? Putain, mais c'est parce que c'est un pays qui a été au sommet de la civilisation pendant des millénaires. Je veux dire, c'est aujourd'hui, voilà, je vous dis souvent que la France est le pays le plus touristique au monde. D'accord? C'est en passant pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer dans Airbnb, dans la location courte durée, réfléchissez. C'est le pays le plus touristique au monde. Mais pourquoi? Parce que Gabriel Attal a fait installer un plug anal en place publique? Mais bien sûr que non. C'est parce que les rois, les cathédrales, le haussmannien, la vieille pierre, c'est parce que tout ce qu'on respecte aujourd'hui en France, allez, 99% de ce qui est respecté, de ce qui est admiré aujourd'hui en France, a été fait avant la Révolution française. Ou alors, le seul mec qu'on respecte à l'international et qui a été après la Révolution française, vous savez qui c'est Napoléon. Ok. Intéressez-vous un petit peu à Napoléon. Napoléon, il n'est pas devenu président de la République. Il a voulu devenir empereur. D'accord. C'est pas un mec qui était dans les délires coco-gaucho. Ok. Donc, et du coup, forcément, il est admiré et sans doute à certains égards, à juste titre, grand chef militaire, etc. Mais tous les délires socialistes, grévistes, cégétistes, personne n'admire ça. Aujourd'hui, vous savez que Versailles, par exemple, a été saccagé par la Révolution française. Aujourd'hui, Versailles accueille des millions de touristes. Mais Versailles a été saccagé par la Révolution française. Et il a fallu que des investissements majoritairement privés viennent pour restaurer. Oui. Donc la France aujourd'hui, si elle brille encore, c'est parce qu'en fait, elle a un track record. Elle se repose sur ses lauriers et elle a énormément de lauriers qui ont été construits, évidemment pas par des communistes, mais qui ont été construits sur des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles de travail par des hommes qui n'ont rien à voir avec le français moderne. Je veux dire, un français du 15e siècle, du 10e siècle ou du 5e siècle, vous le mettez aujourd'hui, vous prenez une machine à remonter dans le temps, vous le faites venir aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, il est mis en prison en 24 heures. Pour discours de haine, pour masculinité toxique, pour tout ce que vous voulez. Okay. Les gens qui ont construit le pays et grâce auquel aujourd'hui on est encore dans un pays qui tient debout, aujourd'hui seraient mis en prison en 24 heures. Il faut quand même être conscient de ça, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui se passe dans ce pays. Et il est important, je pense, de réagir à ça et de réfléchir à ou bien mettre un plan sur place pour se barrer, ou bien se poser la question de comment tirer profit de cette situation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un boulevard en France pour pratiquer l'activité que moi je fais pour le coup en Roumanie, hein, mais qui est l'arbitrage locatif. Parce que justement, à cause de toutes ces législations qui vont se durcir contre les propriétaires, aujourd'hui, il y a l'opportunité, je ne sais pas si l'opportunité sera encore là dans 5 ans, en tout cas aujourd'hui elle est là, il y a l'opportunité d'aller voir les propriétaires et de leur dire, ok, si tu arrêtais de travailler avec des gens qui détruisent ton bien. Si tu arrêtais de travailler dans un contexte législatif où tout est contre toi, et si tu travailles avec quelqu'un qui respecte ton bien, qui va te permettre de prospérer, d'avoir des revenus réellement passifs, quelqu'un qui va prendre soin de ton bien. Et en échange, on a juste besoin d'ajouter une petite ligne dans le contrat. C'est rien d'autre que ça l'arbitrage locatif. C'est aller voir un propriétaire et lui dire, mais tu veux qu'on respecte ton bien? Tu veux pouvoir aller aux Maldives en croisière? Tu vas être tranquille? Tu vas arrêter d'être embêté par ces mauvais payeurs, par toutes ces lois qui sont contre toi, par ces histoires de trêve hivernale. Travaille avec moi, je travaille avec une société, on a un bail sur mesure, il n'est pas question de trêve hivernale ou quoi. Moi, mon entreprise, elle va respecter ton bien, j'ai des équipes qui vont venir toutes les semaines pour le nettoyer, pour le garder impeccable au poil de cul. Derrière, tu as une meilleure qualité de vie et moi, je peux faire du profit. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut utiliser en fait je pense que c'est un boulevard aujourd'hui de pouvoir utiliser en fait ce mal-être, cette législation qui se durcit envers les propriétaires pour faire de l'arbitrage locatif et pouvoir générer d'abord quelques centaines d'euros avec votre premier bien et puis après rapidement plusieurs milliers d'euros de cash flow en 12 mois. Si vous êtes dans le bon marché, évidemment il y a beaucoup de facteurs, ça dépend. Mais je répète, hein, parce que c'est important de répéter, moi je ne connais pas d'autres business models qui soient plus sûrs, qui soient aussi bien en fait en termes de garantie de revenus, rapidité d'exécution
et on profite en fait de la conjoncture. Est-ce que ce sera encore le cas dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a un moyen, je pense, de se remplir les poches avec ce business model-là. Puis une fois que vous êtes rempli les poches, vous pouvez ou bien automatiser et vous barrer, ou bien vous barrer, ou bien d'ailleurs, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous-même réellement mettre un pied dans l'immobilier justement en achetant. Mais bon, vous allez acheter, mais vous allez me dire, je n'ai pas envie d'acheter parce que les lois sont contre moi. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais bon, évidemment, si vous avez déjà une société qui fait de la location courte durée avec des équipes, des femmes de ménage, etc., et que vous achetez, vous mettez vos appartements en courte durée, vous n'êtes pas teubé. Enfin voilà, moi j'ai peur de tout ça. Je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour vous. Parce que sans paraître, même si je me suis barré de France il y a 10 ans, la preuve, je continue de suivre certaines actualités. Et ça me fait rire d'un côté, parce que du coup, moi je me suis barré, donc tu vois, je me dis, ça me rassure, mais en même temps, ça me dégoûte. En même temps, ça me donne un peu envie de chialer. Comment un peuple peut-il atteindre peut arriver à un tel stade de décadence, quoi? Tu es en train de mesurer les logements des gens, quoi. Tu vois. T'imagines qu'on était dans un pays où on avait atteint un tel stade de raffinement extrême que non seulement on avait l'armée la plus puissante au monde, pas pour rien que Napoléon a conquis toute l'Europe, hein, c'était l'armée la plus puissante au monde, mais on était tellement civilisés, raffinés, qu'on avait tellement de ressources qu'en plus d'avoir une armée très puissante, on avait les moyens entre guillemets, de gaspiller des ressources pour construire des trucs comme le château de Versailles, pour faire des parfums. Le parfum, c'est un truc qui a été inventé par les Français. Pourquoi Paris, les parfums, c'était toute une histoire. Mais c'est parce que, comment dirais-je, si tu es dans une civilisation ou dans une société où ça crève de faim, où les gens ils ont à peine de quoi bouffer, il n'y a pas d'argent en fait pour payer des gens à faire des parfums. C'est uniquement quand tu as atteint un tel stade d'abondance et de raffinement que tu peux perdre ton temps, entre guillemets, à avoir des types qui vont passer des heures, des semaines dans des laboratoires à faire des parfums, à faire des vêtements très complexes avec des froufrous, etc. Pourquoi alors maintenant, c'est plus la mode, mais il faut comprendre que le vêtement qui était porté par les aristocrates français, qui aujourd'hui nous paraît ridicule, mais comprenez qu'à l'époque où nous, notre aristocratie, portait les vêtements avec des froufrous, des dentelles. Alors les dentelles à l'époque n'étaient pas faites avec des machines, hein. C'est-à-dire pourquoi les dentelles à l'époque c'était un statut symbole? Mais parce qu'il y avait un connard qui devait faire la dentelle pendant des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Des dentelles, comment dirais-je, des couleurs. Alors pourquoi la couleur c'était un statut symbole? C'est les pigments étaient durs à trouver. De la fourrure, etc. Tu vois? Alors que dans d'autres pays du monde, les mecs ils crevaient de faim. On en était à ce point en termes d'abondance. Tu vois ce que on avait tellement d'abondance qu'on pouvait perdre notre temps à faire des vêtements en dentelle, en froufrou, etc. À faire des châteaux de Versailles, à faire comment dirais-je, des parfums, tout en ayant l'armée la plus puissante au monde. Et en quelques siècles après la Révolution, on est en train de dire aux gens, mettez pas la clim dans votre voiture. Puis il y a aussi une fascination morbide pour le tiers-monde dans une partie des Français. Tu vois, c'est genre, faut pas trop chercher le confort. Pourquoi? Genre, pourquoi faut pas chercher le confort? Explique-moi, quoi. On ne sait pas. C'est censé être un... Toi, le type, si au lieu d'être dans un SUV climatisé, il est en vélo, si au lieu de foutre la climatisation, il ouvre les fenêtres, donc en gros, s'il se comporte comme un pauvre, c'est bien. On ne sait pas pourquoi, mais c'est bien. C'est bien, c'est génial. Donc tu t'habilles comme une merde, tu circules en vélo ou en trottinette, donc maintenant les trottinettes c'est devenu tabou ça aussi. Tu mets pas la clim, tu manges pas de viande, grosso modo tu te comportes comme un... Enfin, je suis désolé, tu vas au Rwanda, je te parlais du Rwanda la dernière fois, tu vas au Rwanda, je peux te garantir que tu vas trouver plein de mecs qui mangent pas de viande, ou qui en mangent peu, qui s'habillent de manière très modeste, qui n'ont certainement pas la climatisation, sauf le président de la République, les grands hôtels pour expatriés, etc. D'accord, les bureaux au centre-ville, mais pour 90% de la population, il n'y a pas de climatisation. Qui bouffent des haricots, d'accord, et qui n'ont pas de voiture, qui sont en vélo ou à pied. Tu vas en trouver plein, tu vas au Rwanda. Pourquoi les Français veulent imiter le Rwanda? Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous inspirez pas de Dubaï, de New York, de Miami, ou bien de la France, mais de la France quand elle était encore au sommet de la civilisation? Pourquoi cette... Et pour moi, c'est un tout, si tu veux. Pour moi, il y a une connexion, en fait, entre
Le fait de vouloir s'habiller en Sarwell, fumer des joints toute la journée, pas mettre la clim, et aller utiliser des drones pour traquer les mecs qui ont des abris de jardin, mesurer la taille de leur logement, pour moi, tout ça, c'est un tout qui est très cohérent. Hein. Je ne sais pas si vous saisissez que c'est le même esprit, en fait. Tout ça, c'est les conséquences d'un esprit. Et cet esprit, c'est le communisme. C'est le, finalement, en fait, ça va plus loin que ça. C'est la haine du, j'ai envie de dire la haine du progrès. Après, le progrès, c'est un mot qui est très ambigu, mais c'est la haine du progrès, c'est la haine du confort, c'est la haine du, comment dirais-je, en fait, tu sais, il y a ce cliché de l'occidental dominant, tu sais. Dominant, l'occidental, il est dominant, il est à l'aise. Il arrive dans un endroit, c'est la brousse. En 3 ans, il y a des buildings, il y a des drones, il y a la climatisation, il y a des piscines. Tu vois, et ça, en fait, les Français, ils sont contre ça. Ils sont en mode, non, non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire une petite cabane et ouvrir les fenêtres. Pourquoi? Genre, pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu hontes? Pourquoi tu... D'où vient cette honte? Tes ancêtres n'avaient pas cette honte? Où est-ce que tu es allé chercher cette honte? D'où est-ce que tu es allé chercher cette honte, quoi? Je veux dire, c'est... Et pour moi, ça vient peut-être de toutes ces histoires de colonisation, tout ça, hein. Cette, ces humiliations, cette culpabilisation. Parce que le colon, c'est quoi en fait? Le colon, c'est un type, il arrive dans un endroit, c'est la brousse, il y a des sauvages. Il arrive, il a une tenue coloniale impeccable, costume sur mesure, cravaté, blanche quoi. Genre les mecs autour de lui sont tous remplis de boue, mais lui, il a une tenue coloniale blanche, mais éclatante quoi. Petite moustache, chapeau colonial, il fume une pipe. Et là, il y a Sidi, il y a Sidi, pour ceux qui ont la référence, qui lui dit Messieurs, tu veux un ventilateur, tu veux te réchauffer, tu veux te refroidir. Et il fait oui, Sidi, il fait chaud ici. Et puis Sidi, il vient, voilà, il a une palme ou un ventilateur, si tu veux. Et il y a Robert Dumonton de la Chevrière, je sais pas quoi. Il met de l'huile sur sa moustache, il fume sa pipe, son cigare. Il dit Sidi, il fait chaud dans votre pays, je ne sais pas comment vous faites. On est habitué, messieurs, on est habitué. Ah non, mais je suis con, Sidi, en fait, c'est OSS 117. Sidi, c'est l'occidental. Ah, je me suis trompé dans ma référence. Bref, on s'en fout, vous avez compris. Et ben non, on a honte de tout ça. D'être dans l'aisance, là où d'autres sont encore dans le sous-développement. Tu vois. On a honte. Oh non. Ben si lui, il s'habille avec des pots de banane autour du sgeg, ben moi aussi. Maintenant, tu as les Français qui vont dans ces pays-là, mais tu les vois, généralement, c'est des femmes. Tu les vois, dreadlocks, Sarwell, elles sont assises dans un trou en Afrique, entourées de gens qui sont dans la plus grande simplicité, pour dire les choses gentiment. Puis elles font du tam-tam, elles font une espèce de soupe avec des trucs marrons, on ne comprend pas trop ce qu'elles foutent dedans, après elles ont la diarrhée. C'est incroyable comment en fait, l'esprit des Français aujourd'hui est en Occident, enfin des gauchistes en fait, hein, est attaqué quoi. Et pour moi, ça forme un tout cohérent. Dis-moi en commentaire si vous pensez. Quels sont voilà, est-ce que ça forme un tout cohérent, si tu veux ça? Avant, on mettait des costumes, et encore, la réalité, c'est que le port du costume, qui aujourd'hui est considéré comme un vêtement formel, à la base, le costume vient d'une volonté de rendre plus sobres les tenues masculines. D'accord? C'est ce qu'on appelle la grande résignation. Vous pouvez taper sur Google grande résignation vêtements, vous allez voir, il y a toute une histoire de tout ça. Et l'idée, c'est ça, c'est que le costume en réalité était prévu à la base pour être une tenue sobre et simple, en opposition avec les tenues aristocratiques qui étaient très flamboyantes. Okay. D'où vient que nos ancêtres avaient des tenues flamboyantes, des armures en or, etc. N'avaient absolument aucune honte en fait, à être les meilleurs, à chercher à être les meilleurs. Alors que nous, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Quoi. On a honte de mettre la clim maintenant. Quoi. Les Français ont honte de mettre la clim. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu vois beaucoup ça à l'île de la Réunion. Je te dis, moi, je viens de l'île de la Réunion. Alors, la Réunion, c'est très métissé, mais en même temps, il y a beaucoup de métissage, mais aussi des particularités. Tu as des gens qui sont métissés, tu as des gens qui sont blancs, tu as des gens qui sont indiens, tu as des gens qui sont chinois, tu as de tout. Et ce qui est marrant, c'est quand tu vois un noir, en fait, qui est dans un 4x4 climatisé, et à côté, tu vois le Babtou, prof de SVT, en Sarwell, sur son petit vélo.
Ça me tue. J'ai envie de lui dire, mais espèce d'abruti, t'as pas l'impression d'être le con dans l'affaire là? Il est là, il est sur son petit vélo, il fait une chaleur de plomb. Entre l'humidité qui est extrêmement élevée sous les tropiques, c'est intenable. Le bitume, les voitures, il est sur son petit vélo, il se dit je contribue. Et à côté de lui, il y a un Renoir, si tu veux, qui a acheté à crédit le dernier SUV, climatisation à fond. Et le prof de SVT, j'ai envie de lui dire, mais il n'y a pas un problème pour toi là Je te montre la photo, je prends une photo. Il n'y a pas un problème? Tu n'as pas l'impression d'être un peu pris pour un con? Tu n'as pas l'impression d'être le dindon de la farce? Non, il n'a pas l'impression. J'ai rien. Soit en passant, j'ai rien contre les noirs qui conduisent des SUV. Hein. Achetez des SUV climatisés. Et putain, mais si vous avez les moyens, allez-y quoi. Si vous avez les moyens, que vous soyez, quel que soit d'où vous veniez, c'est bien normal. Quelqu'un a les moyens d'acheter du confort, il va pas se priver, putain. Pourquoi vous voulez qu'il se prive? Et encore une fois, ça fait de mal à personne. C'est ça, la culpabilisation, en fait, c'est l'idée de nous dire non, mais en fait, pour que toi, tu sois dans le confort, tu dois opprimer d'autres. Mais non, on n'opprime personne. On n'opprime personne. Ok? On est meilleur. Ou bien, des fois, c'est pas une question d'être meilleur, c'est une question de chance. C'est vrai, des fois, c'est une question de chance. Il y a des gens qui font fortune par chance. Et alors? Bah, si le gars, il a fait fortune par chance, ça veut dire qu'il n'a pas le droit il a pas le droit d'être dans un logement sous-occupé. Il n'a pas le droit de foutre la clim dans son SUV. Quelle plaisanterie. C'est. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, quand je fume des cigares, moi, ce que j'aime bien faire, c'est fumer des cigares en hiver, en bagnole. Je fais des tours en voiture. Sauf que problème, pour fumer dans la voiture, il faut ouvrir les vitres. Mais problème, il fait super froid. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ouvre les vitres et je fous le chauffage à fond. ouais, non mais ouais. J'ouvre les vitres et je fous le chauffage à fond. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et en plus, bande de clochards, si j'étais en France, heureusement, j'y suis pas. Mais si je faisais ça en France, bande de clochards, je parle pour les clochards. Comprenez que le prix de l'essence en France, c'est 80% de taxes. Donc si je baisse mes vitres et que je fous la clim à fond pour fumer mon cigare, eh ben, tout le fric que je perds en essence, c'est des taxes qui vont me permettre d'avoir vos APL, vos RSA, vos allocations adultes handicapés, vos chèques Noël, etc. Donc ça sert à rien de vous plaindre. Bref. Faut pas. Je pense qu'il faut. Je veux dire, il faut réagir. Il n'y a rien à faire au niveau politique. Mais ou bien vous vous cassez, ou bien vous trouvez un moyen de tirer avantage du système. Ok. Trouvez un moyen de tirer avantage du système. Et bah, l'un des moyens, c'est si vous êtes en bas, vous êtes prolétaire. Bon, bah, moi, là, je vous encourage. Hein. Si vous êtes en bas de l'échelle, mais utilisez toutes les aides qui sont à votre disposition. Hein. Le système est comme ça, vous allez jouer avec les règles du jeu quand même. Utilisez. Si vous faites partie des pigeons, donc classe moyenne, bah, ou bien vous barrez, ou bien vous montez un bise. Mais monter un bise, faire attention aussi, parce que l'entrepreneuriat en France, c'est faut savoir doser, quoi. Mais néanmoins, je pense que plutôt que de ne rien faire et d'attendre que vous n'ayez plus rien et vous soyez heureux, bah, c'est peut-être bien en fait de pouvoir profiter le plus vite possible. D'accord? Moi, encore une fois, je recommande l'arbitrage locatif, l'arbitrage que j'appelle l'arbitrage Airbnb. Tu vois. Voilà, si à la fin de l'année ou ou en 2 ans, tu as 10 appartements sur le marché qui te rapportent 500 euros chacun, bon, ça te fait 5 000 euros par mois. 800 euros, 8 000 euros par mois. Tu vois. C'est quand même pas mal. Je parle de bénéfices, hein, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Hein. C'est quand même pas mal, ça te permet de mettre de l'argent de côté, puis derrière peut-être bah, de te barrer ou ben, de revendre le business si tu le veux. Enfin, ça te donne de quoi respirer un peu, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui en France que d'être bloqué dans un CDI, classe moyenne. Attention, si vous êtes dans cette situation, ne faites pas de conneries. N'allez pas quitter votre emploi sans réfléchir, d'accord? Vous avez des protections sociales en France. L'inconvénient, c'est que vous ne gagnez pas de thunes, vous avez des salaires qui stagnent et que c'est impossible de trouver un job. Mais pour ceux qui ont trouvé un job, vous êtes impossible à être viré. N'allez pas faire les cons, n'allez pas vous virer vous-même. Ok? Foutez le minimum et puis derrière, montez un bise sur le côté. Mais ne laissez pas ce statu quo vous maintenir dans la stagnation. D'accord? Montez un truc en ligne, hors ligne, ce que vous voulez. Mais montez un truc, mais faites pas les cons. Quittez pas votre job. Mais je pense néanmoins que voilà, être bloqué dans un CDI en France aujourd'hui, être classe moyenne, c'est. Bon, vaut mieux ça que d'élever des poules au Burkina Faso, mais t'es quand même le pigeon de l'affaire, quoi. Quand tu sais qu'avec les compétences que tu as, tu serais payé le triple, le quintuple au Canada, aux États-Unis,
en Suisse, enfin, ça donne à réfléchir, quoi. Que je trouvais sur un article, je crois qu'il disait que 40% des mecs qui avaient fait HEC se barraient à l'étranger. Je sais pas si t'imagines. Enfin, attention. Et si vous lancez dans Airbnb, je rappelle, hein, on cache ses boîtes à clés, les amis. D'accord? Parce que il y a l'argent à se faire. Il y a énormément d'argent à se faire en France avec la location courte durée. Ok? On va être très clair là-dessus. C'est pour ça que les gens ont la haine. D'accord? Pourquoi les gens ont tellement la haine contre les propriétaires qui font du Airbnb, du Booking? C'est parce qu'ils savent très bien que ça rapporte du fric. Donc il y a des thunes à se faire. La France, c'est le pays le plus touristique au monde, il y a des thunes. Mais parce qu'il y a des thunes à se faire, vous faites attention, parce que les gens ont la haine. Donc quand vous mettez ça en place, vous n'allez pas faire le con, mettre les boîtes à clés près des boîtes aux lettres en bas de l'immeuble. Ne soyez pas débile. Il y a un mec qui va avoir votre boîte à clés, il va vous prendre en grippe, il va décider de vous pourrir la vie. Cachez vos boîtes à clés. Okay. Ça, c'est très important. Même moi, en Roumanie, maintenant, je les cache. J'ai pas eu beaucoup de problèmes ici, mais il y a des voisins qui… Pas que là, ça fait un moment qu'ils me font plus chier quand même. Mais pendant un moment donné, ils avaient décidé de m'avoir pris en grippe, le gars. Chaque fois, ils me disaient, oui, il y a du bruit, tout ça, alors qu'il n'y avait pas de bruit. Et, euh, et voilà, quoi. Il y a des gens qui peuvent vous prendre en grippe. Donc, gagnez de l'argent tranquillement, mais cachez-vous pour gagner du fric. Ok? Cachez-vous. Ok? Soyez hors de portée des gens qui peuvent vous nuire. Croyez bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui vont qui vont utiliser pour nuire. D'accord? L'énergie, ils ne vont pas l'utiliser pour passer du bon temps avec leur famille, pour monter un business, pour améliorer leur situation. Mais putain, l'énergie qu'ils ont pour nuire certains. Surtout les gens de gauche, là, les gens, les cocos, là. Faites attention parce que c'est des gens dangereux. C'est vraiment des gens dangereux. Hein. Je veux dire, le communisme, c'est 100 millions de morts. Hein. C'est une idéologie qui est basée sur la haine, sur la jalousie, sur l'envie. Donc à partir de là, faire attention. Parce que voilà. N'allez pas, par exemple, c'est le mec qui est complètement con, il a rien compris. Ce sera peut-être de ma faute, tu sais. J'imagine le mec qui voit mes vidéos, il se fait, ah, moi je vais faire comme lui. Il se lance dans l'arbitrage, bam, il prend 3, 4, 5 appartements dans le même bloc, il a 5 boîtes à clés, il descend en costard en bas du bloc, fumer un cigare. Tu fais ça en France, honnêtement, t'es mort. Genre, tu cherches la merde. Il y a un mec qui va te niquer, c'est sûr. Il y a un mec qui va se dire, mais qui c'est cet enfoiré, qui c'est ce salaud, etc. Parce qu'en fait, si tu fais ça, je ne sais pas si dans l'esprit des Français, en fait, il y a pire, en fait, en termes d'image, hein, il y a pire qu'un type en costume avec un cigare qui a 5 boîtes à clés. Je ne sais pas s'il y a pire. Moi, comme je dis souvent, les Français ont 3 ennemis. C'est les médecins qui font trop d'argent, les propriétaires, et pire que les propriétaires qui font la location courte durée. Ça, c'est les 3 bêtes noires des Français. Fais de l'argent en sous-marin. Ok? Tu fais comme les Chinois de la Réunion. Tu as 5, 10, 15, 20 appartements. 50 appartements. On te dit alors, ça va ton truc? Là, tu m'avais dit que tu voulais lancer un truc. Tu as fait l'erreur. Je t'ai dit n'en parle pas, mais tu en parles. Le gars ne sait pas que tu es en train de scaler comme pas possible. Alors ton truc, ton Airbnb, là, ça fonctionne? Non, c'est dur, c'est compliqué, ça marche pas trop. Oh, ça. Il y a des mois où ça me rapporte un petit 50, un petit 100 euros, tu vois, mais il y a des mois où je perds de l'argent. J'hésite à arrêter, je sais pas si c'est rentable. Mais bon, tu sais, ça donne à ma cousine. En fait, c'est ma cousine qui fait la femme de ménage et ça lui permet de gagner 20 euros par-ci par-là. Donc peut-être que je vais continuer parce qu'elle, ça lui permet d'arrondir ses fins de mois, mais bon, c'est difficile. C'est comme ça que tu parles aux gens en France. Faut pas être con. Enfin voilà. Bon, je vais tranquillement terminer ce petit module. Ceux d'entre vous qui avaient des réflexions à apporter par rapport à ce que je viens de dire, mettez-les en commentaire. Et comme je dis toujours, si ces histoires d'arbitrage, ça vous intéresse, il y a un guide gratuit en description. Vous pouvez jeter un coup d'œil, ça vous permettra de comprendre en gros comment le business model fonctionne. Et là, je vous ai dit que j'avais 2 places. Les 2 accompagnements que j'avais pour juillet, du coup, ne sont plus disponibles. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez quand même tenter de me joindre, alex@emperedigital.com. Vous me faites empereurdigital.com, alex@empereurdigital.com, ce sera en description. Et vous pouvez quand même me contacter. On ne pourra peut-être pas commencer l'accompagnement tout de suite, mais si je pourrais peut-être vous trouver un spot pour le mois prochain. Uniquement les gens qui sont motivés, qui ont vraiment envie de se lancer là-dedans.
Et sinon, pour les gens qui sont juste curieux, qui ont une petite question comme ça, bah, vous la mettez en commentaire. Voilà les amis. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bah voilà, mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits likes, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et comme je dis toujours, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur MPR Digital. Ciao les amis. Et gagner de l'argent,